Bonjour à toutes et tous, moi c'est Louis Duruflé, donc du studio Flamboyance. Et moi, Karine Delfolie, de la DRAC Hauts-de-France. Rapidement, le studio Flamboyance nous crée des podcasts pour les organismes culturels, touristiques et publics d'une manière générale. Et donc le podcast est un format audio accessible par Internet, c'est vraiment le concept de base. Et donc on a travaillé ensemble avec la DRAC Hauts-de-France pour créer un podcast pour une exposition. Alors, c'est une exposition de photographie qui vise à faire connaître le travail au quotidien des archéologues, un peu les coulisses de l'archéologie, des photos d'ambiance, des choses qu'on ne montre jamais au public, et voilà, pour démystifier un peu l'image qu'on peut avoir de l'archéologie dans l'imaginaire collectif. Et donc, avec cette exposition, dans le cadre de cette exposition, on a souhaité créer différentes actions de médiation, différents supports de communication pour aller à la rencontre de différents publics. Et le podcast est un des médias qu'on a choisi. Absolument. Et le podcast, vous l'avez choisi pour des raisons particulières du coup? Alors on l'a choisi parce que c'est déjà un média qui, dans le flux informationnel, oui je dis bien, n'est pas encore complètement saturé. C'est-à-dire que contrairement aux vidéos, il y a encore une petite place pour le podcast. Les publics sont encore c'est assez innovant, on va dire. C'est aussi, ça correspondait au sujet de l'exposition qui est assez nouveau, l'archéologie, l'intimité de l'archéologue. Voilà, c'est un support donc assez nouveau pour un nouveau sujet, l'archéologue et les femmes, l'archéologie et les femmes. Pourquoi on l'a Podcast aussi, choisi? ça permet d'offrir un message fort assez facilement. C'est vraiment le média roi de l'intimité. Avec le podcast, on peut aller chercher les gens, on peut les interviewer, on peut créer une connexion avec la personne dans un processus de communication. Et ça permet de faire sortir des messages qui sont touchants et qui sinon, auxquels on n'aurait pas forcément accès dans d'autres circonstances. C'est aussi le podcast renvoie au sujet de l'exposition, c'est-à-dire que le sujet de l'exposition c'était l'intimité du travail des archéologues, et le podcast renvoie l'auditeur quand il écoute son podcast, il est dans sa bulle, dans son intimité. Donc c'était ce jeu-là aussi qui nous avait intéressés. On touche aussi à une sorte d'intimité de l'interviewé, c'est-à-dire que c'est quelque chose ce sont des informations qu'on n'a pas forcément dans un article, parce que la personne se livre, c'est basé beaucoup sur des anecdotes. C'est un support à la fois divertissant, mais aussi informatif. C'est ça aussi qui nous a plu dans le podcast. C'est un média intermédiaire, en fait. Et puis, c'est complètement complémentaire d'autres formes de médiation qu'on peut trouver dans des expositions. Parce que le podcast, ça n'altère pas la vision. C'est un médium qui qui ne mobilise que l'ouïe. Et donc, on peut se déplacer, on peut continuer à voir, on peut l'écouter pendant l'exposition, chez soi, sur le trajet. Ça offre une multiplicité d'usages qui est assez bienvenue quand on cherche à créer des nouveaux liens dans le cadre d'une exposition. Et en ce sens, ça répond aussi donc, à une nouvelle pratique, et on touche un certain public avec le podcast, c'est-à-dire que c'est un public quand même assez jeune, qui est né avec les nouvelles technologies, qui est mobile, qui a l'habitude d'aller vite. Donc le podcast répond à toutes ces envies, à toutes ces demandes d'un public jeune, plutôt urbain. Et aussi, ce qu'on a cherché à faire par ce podcast, c'est être dans une thématique aussi, un sujet qui est d'actualité dans la société, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi rendre hommage aux femmes, et notamment aux femmes archéologues, les rendre plus visibles, parce que c'est assez nouveau aussi comme thématique. Et c'était un peu sous ça notre spécialité. Pour le coup, ça fait partie de nos valeurs, des valeurs féministes, d'inclusion, d'accessibilité. Et donc, travailler autour de la question des femmes en archéologie, c'est quelque chose qui nous a plu et pour lequel on a été tout à fait partant. En plus, on travaillait déjà sur d'autres podcasts ensemble, donc on connaissait notre manière de travailler et tu avais ciblé que c'était intéressant pour nous. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a des conditions de réussite qu'on expliquera tout à l'heure. Moi, je voulais aussi revenir sur le fait que le podcast, c'est un média qui touche la voix, un seul sens. Et en ce sens, si je puis dire, il a un fort impact, en fait, parce que voilà, il y a que Louis qui est touché, et
et c'est une autre forme d'interaction avec le public. Absolument. Et puis, il faut pouvoir se le dire aussi, le podcast, c'est pas si cher que ça. Évidemment, ça a un coût, parce que c'est une expertise, c'est un ensemble de métiers qui sont à valoriser, mais ça reste moins onéreux que la vidéo, par exemple, parce que le matériel est moins cher, parce que ça nécessite moins de monde, et ça présente, en plus de ça, des avantages, par exemple, par rapport à la vidéo. Le podcast, on est très proche. On n'a pas du tout cette distance qui est imposée par le médium vidéo, et si je devais interviewer Karine, je serais simplement comme ça, avec le micro, et où en fait c'est comme si on était dans une conversation, le micro au bout d'un certain temps finit par s'oublier, alors que la caméra c'est quand même compliqué quand elle est à 1 mètre de nous. Là par exemple je la vois bien. Et non, et ça offre quand même une forme de proximité qui facilite l'ouverture de la parole auprès des personnes interviewées. Et nous, en tant que commanditaires, on a pu aller chercher des collègues qui auraient refusé d'être interviewés avec une caméra, mais qui, avec l'intimité simplement du micro et en duo avec lui, ont accepté d'être interviewés. Donc c'est ça aussi qui nous a porté vers le podcast, Et donc, plutôt que la vidéo. comment ça s'est passé? Voilà, les conditions de la réussite, je dirais. Alors déjà, quand on est commanditaire, comme l'était la Draco de France, il me semble important, quand on veut créer un podcast, de passer par un professionnel qui a une expertise, parce qu'il y a eu une vraie collaboration, des échanges. On a eu un vrai cahier des charges, on a expliqué ce qu'on voulait, et Louis a su comment dire, nous écouter, intégrer le domaine de l'archéologie aussi quelque part. Et voilà, il y a eu une vraie collaboration. Absolument. Moi, c'était un domaine déjà qui m'intéressait. J'ai fait des études d'histoire, non pas d'histoire de l'art, mais des études d'histoire. Donc, je n'étais pas complètement éloigné du sujet. Et on a pu comme ça rentrer en échange pour définir les trames d'entretien qui étaient pertinentes, qui correspondaient bien à ce que vous souhaitiez avoir, à obtenir le produit final qui était celui attendu. Et puis, on s'est ensuite mis d'accord sur les personnes interviewées, Voilà. sur l'intérêt d'interviewer ces personnes-là, Oui. sur la mise en relation, la mise en contact. Ensuite, l'intérêt de passer par un professionnel aussi, c'est que malgré tout, il faut trouver le ton juste avec l'interviewé, c'est-à-dire ne pas être trop intrusif, mais en même temps libérer la parole. Donc, il faut à la fois cadrer la parole et mettre à l'aise, savoir écouter la personne, savoir mettre à l'aise. Donc, Louis était la personne adéquate pour ça. Et concrètement, moi, j'ai fait des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire que j'avais une trame d'entretien qui était prête, sur laquelle on s'était mis d'accord, et ensuite, avec chacune des personnes, j'avais à peu près 1 heure et demie d'entretien, qu'on a réduit à, en tout, donc ça fait à peu près 4h30 d'entretien au total, réduit en 20 minutes. Pour le podcast. Donc comme ça a permis vraiment de garder les moments intéressants, de les faire se dialoguer alors qu'elles se sont jamais rencontrées, en tout cas pas dans le cadre de la réalisation de ce podcast, et de générer un contenu qui était nouveau sur la base de 3 entretiens qui leur étaient posés sur leur parcours de vie et leur rapport à l'archéologie. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que dans le podcast, c'est en fait 3 générations de femmes qui racontent leur parcours, leurs difficultés, comment elles sont arrivées à l'archéologie, leur mentor éventuel. Et ensuite, on met en parallèle leurs paroles, et c'est tout le travail de Louis qui a fait le montage pour que ce soit cohérent. D'où l'intérêt encore de passer par un professionnel. Et ensuite, une fois que c'était créé, on a mis en place un ensemble de supports de communication pour que ça puisse fonctionner. Donc non seulement le podcast était audible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. On a communiqué dessus, on a fait des communiqués de presse, il y a eu quelques articles qui sont sortis. Le podcast était également audible dans l'exposition via un QR code qu'on avait dans la qui est quelque part, ici. Voilà, ici. Voilà. Un petit QR code avec d'ailleurs d'autres supports aussi dans l'exposition, des portraits filmés, etc. qui étaient réalisés par la DRAC. Ouais. Parce que du coup, l'intérêt aussi, c'est d'avoir une double communication, c'est-à-dire Louis, le studio Flamboyance, a communiqué de son côté avec ses réseaux, et la Draco de France a communiqué avec les siens. Et voilà, on touche du coup un public plus large, ce qui est intéressant également. Et j'avais encore un autre argument pour dire que c'est quand même pas inintéressant de passer par des spécialistes du podcast et de l'audio. Il y a aussi toute une maquette, tout un environnement sonore dans le podcast, la voix qui entrecoupe les interviewés, la musique, la maquette, et tout ça, ça s'improvise pas. On n'aurait pas su, nous, le faire sans une expertise, métier.
Absolument. Et donc aujourd'hui, on est sur un podcast qui a été écouté précisément 1132 fois la semaine dernière. Je n'ai pas écouté depuis. En même pas un an. En même pas un Donc, an, qui est hyper itinérant parce que ça se déplace super facilement avec l'exposition. Il suffit d'emmener le QR code sur un flyer, donc il n'y a pas en soi à mettre en place un ensemble compliqué de structures d'écoute, même si c'est quelque chose qui est évidemment possible de faire. Et puis, ça offre une possibilité supplémentaire parce que c'est un médium qui n'est pas complètement saturé, le médium du podcast, qui le sera peut-être jamais parce que finalement, écouter un podcast, ça nécessite de prendre du temps, alors qu'on est plutôt dans le temps de la réduction du temps de visionnage de vidéos sur des formats maintenant hyper courts. Le podcast autorise le temps long et même le favorise dans le cadre d'une déambulation et c'est assez joyeux de pouvoir offrir ce temps-là à des personnes qui viennent visiter une exposition. C'est ça. Et l'intérêt aussi, c'est on choisit le moment où on l'écoute et on l'emmène un peu partout finalement. Et ça, actuellement, on est tous pris par le temps et ça vaut de l'or parce on peut décider le moment, on choisit le moment du temps de l'écoute en fait. Voilà, on a dépassé les 10 minutes, mais du coup, en tout cas, si vous voulez écouter rapidement, il suffit de taper Femmes et archéologues sur votre application de podcast ou sur YouTube. Vous le trouverez facilement, de scanner ou de taper Studio Flamboyance et vous tombez dessus directement. Ou de venir voir l'exposition qui va circuler à Cergy aux archives départementales et ensuite à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Merci beaucoup donc pour ce beau projet. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Auquel cas, j'en ai une première. C'est notamment la différence qu'il peut y avoir entre le in situ et à distance. Comment, en fait, est-ce que le podcast a été réfléchi différemment pour ces différentes formes d'usage ou l'idée, c'est que ça s'écoute vraiment de partout, qu'il y a une fluidité d'usage, en fait, qui favorise ça. Et deuxième question, peut-être liée à celle-ci, c'est parmi les écoutes, les 1132, est-ce que vous avez la vision de ce qui a été écouté sur place durant l'exposition et ce qui a été écouté à distance? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Parmi les 1132 écoutes, il y a à peu près 380 écoutes qui ont été écoutées via ce petit flyer, donc nécessairement sur place, et le reste provient des plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été écoutées sur place, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on ne sait pas, mais ça offre d'autres canaux de diffusion. Et la première question, j'ai oublié. La première, c'était la différence d'approche entre le in situ et le à distance. Est-ce qu'il y avait eu une réflexion pour que ça soit adapté aussi bien sur site, avec l'exposition, et à distance? Je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense qu'on peut écouter le podcast indépendamment de l'exposition. L'intérêt du podcast, pour moi, c'est de donner envie d'aller plus loin. C'est-à-dire c'est une première forme d'information, à la fois ludique et informatif. Et voilà, c'est donner envie d'approfondir le sujet par des articles, etc. C'est vraiment une première source d'information. Mais qui prend aussi son sens dans le cadre de l'exposition, parce que ça apporte de toute façon des informations supplémentaires. Quand on voit justement des photos d'archéologues en train de travailler dans un moment où ils n'étaient pas forcément... Enfin, je sais pas, c'est un peu... On montre vraiment l'envers du décor quoi, dans cette exposition. Entendre en plus des femmes qui racontent leur expérience dans leur carrière, de ce que ça veut dire d'avoir été une femme archéologue, des moments qui sont touchants, des moments qui sont joyeux, des moments qui sont parfois tristes, et ben ça donne une profondeur nécessairement à ce qu'on constate dans l'exposition. Tout à fait. Tout à fait. Autre question, c'est par rapport à la distribution. Vous aviez évoqué que vous avez diffusé sur pas mal de plateformes, aussi in situ. Ce serait quoi en fait les clés du succès en fait pour cette diffusion-là, sachant que c'est un format qui n'est pas toujours évident à diffuser? Il me semble que plus on diffuse par tout type de support, mieux ça fonctionne. Déjà là, on a une double diffusion, à la fois dans les réseaux de la DRAC et les réseaux du studio qui ne sont pas forcément les mêmes. On a utilisé, donc, comme le disait Louis, les plateformes de diffusion, mais aussi les petits flyers comme ça qui peuvent s'emmener justement pour une écoute plus tard. On a aussi utilisé des panneaux dans l'exposition en guise d'appel. On a laissé ces petits flyers à l'université. À chaque fois qu'on parle de femmes et d'archéologie, on l'emmène. Enfin voilà, on a multiplié vraiment
tout type de support de communication pour communiquer sur le support de communication finalement. Et puis, ce qui facilite aussi, c'est que dans le studio, on avait un ensemble d'autres podcasts, notamment des documentaires sur le matrimoine, par exemple, dans les Hauts-de-France. Et il y a un public qui est intéressé par ces contenus-là également. Et donc, on a eu des articles de presse, notamment par des gens qui sont venus via le documentaire sur le matrimoine à écouter ce podcast Femmes et archéologues et donc en faire un article et diffuser dans ces réseaux-là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une diversité d'approches supplémentaires qui est offerte par le podcast et qui sort du cadre de l'exposition. Ça rentre aussi dans la thématique de l'égalité homme-femme au travail. Et donc la DRAC, il travaille activement et effectivement, c'est quand même une thématique qui est en plein dans les sujets sociétaux actuels. Oui, c'est ce qu'évoquait d'ailleurs un des membres du jury des duos ce matin, Nathalie Pichard, ancienne archéologue, femme, et donc qui disait que ça l'avait particulièrement touché justement ce type de projet. Donc vous avez montré aussi les différences d'approches, la diversité en fait finalement des approches que vous pouvez envisager. Vous évoquiez des nouveaux publics. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que ça a permis de toucher d'autres publics? Et auquel cas, lesquels? En fait, donc on a, dans le cadre de cette exposition, on a essayé de créer différents supports de communication pour sans segmentariser les publics. N'empêche, on sait que par exemple le livret pédagogique était destiné aux enfants. Et là, clairement, l'exposition, elle a d'abord eu lieu donc aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, puis elle a été délocalisée à l'université de Lille. Et clairement, le podcast répondait à... Enfin, on s'est dit que ça toucherait particulièrement les étudiants. Donc un public jeune, assez mobile, qui a l'habitude des nouvelles technologies. Et voilà, le podcast répondait à ce type de public. J'espère qu'il touchera d'autres personnes. Mais clairement, au départ, on s'est dit que ça toucherait, que ça fonctionnerait bien à l'université. Et dernière question peut-être sur la vie future en fait, de ce podcast. C'est un support de médiation, mais c'est aussi un document. Est-ce que vous pensez qu'il faudra le conserver et en conserver la pérennité au même titre que d'autres documents historiques? Alors absolument, ça fait partie, pour moi, c'est la mémoire orale, ça fait partie des choses à fondamentalement conserver parce qu'il se dit des choses dans ce type de support qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est pas des informations qu'on trouve dans les livres, c'est des anecdotes. J'aime pas le terme parce que ça fait un peu léger, mais c'est vraiment un parcours de vie, des informations personnelles. Le public se livre à Louis en fait quand il est interviewé. C'est pour ça qu'il y a aussi une nécessité de tri parce que quelquefois la personne elle oublie qu'elle est interviewée. Et donc clairement il faut conserver cette parole qui dans quelques années sera particulièrement importante à redécouvrir. On a à la DRAC Hauts-de-France développé comme ça un projet qui s'appelle le Mémoire d'archéologue, cette fois-ci au travers de portraits filmés où on recueille justement la mémoire orale des archéologues. Alors c'est une toute petite partie évidemment, mais on commence à rencontrer un grand public par cette manière de faire découvrir l'archéologie au public, qui est une façon très vivante finalement. On s'intéresse pas pour une fois, j'allais dire, aux découvertes et aux sites, mais on s'intéresse aux hommes et aux femmes qui font l'archéologie au quotidien. Et ce sont des témoignages qui livrent une expérience personnelle, mais au fil des années, l'ensemble de cette collection de portraits filmés raconte l'évolution en filigrane de l'archéologie régionale des Hauts-de-France. Et j'espère qu'il y aura d'autres podcasts qui, de la même façon, raconteront l'évolution de l'archéologie régionale en Hauts-de-France. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette belle ouverture. Merci à vous. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je pense qu'on peut les applaudir et puis on va passer à un autre duo.